Bien, chers amis, merci, chers amis de la presse et les amis des militants associatifs, également le monde de la culture. Je vois Sylvestre Lamoussou qui est un réalisateur très connu. Nous sommes réunis ici pour évoquer une situation très importante, c'est la situation des crimes massifs qui ont été perpétrés il y a quelques années en Côte d'Ivoire, dans la région de l'ouest du pays, également il y a des cas qui sont signalés surtout dans sa région. Autour de cette table, nous avons bien sûr Maître Habiba Touré, Martine Keïbaro, qui est la présidente de l'association des ressortissants en France, et également de l'ONG Solidarité, et M. Taillé, qui est le coordinateur de cette organisation aux États-Unis. Faire état de la dénonciation du crime qui a été donc faite auprès de la Cour pénale internationale par le collectif des avocats qui défend cette cause, et notamment l'association portée par Maître Habiba Touré. Nous allons commencer par la déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus à cette conférence de presse qui a pour objectif d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur les crimes commis en Côte d'Ivoire ainsi que sur le désarroi des victimes. Comme vous le savez, en 2002 a débuté une violente crise en Côte d'Ivoire qui a abouti à des actes innommables sur les populations civiles en 2003, 2005, 2010, 2011 et 2012, et cela notamment dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ARDEF et Solidarité Peuple Ouest sont deux ONG qui sont nées en réaction aux exactions subies par les populations civiles. Notre objectif est de sensibiliser l'opinion publique sur les graves exactions commises en Côte d'Ivoire, mais également d'apporter un soutien aux victimes. C'est ainsi que plusieurs centaines de victimes ont pris attache avec nous afin d'être reconnues en qualité de victimes, de faire valoir leurs droits et enfin que les auteurs de ces crimes contre l'humanité subis par ces personnes soient traduits devant les tribunaux. C'est ce qui nous a amenés à prendre attache avec un collectif d'avocats représenté aujourd'hui ici par Maître Habiba Touré afin de mettre en place une stratégie judiciaire. Alors, quels sont les faits criminels dénoncés par les victimes? Comme je vous le disais, la crise politique a débuté en 2002 et avec elle, des populations civiles ont été prises pour cible. Cela est notamment le cas dans le pays ouest de 2002 en 2012 et encore aujourd'hui où les forces pro-Ouattara, sous leurs différentes dénominations MPCI, MJP, MPIGO, Force Nouvelle, FRCI, DOZO, sont accusés d'avoir commis des crimes de sang inimaginables, des viols et des actes de torture les plus cruels. Des personnes âgées ont été décapitées. Des centaines de personnes enfermées et brûlées vives dans des maisons, comme le cas à Guitrozon en 2005, où 141 personnes ont été massacrées en une seule nuit. Parmi les victimes, des femmes enceintes éventrées à l'arme blanche, des bras, des jambes et des sexes de petits garçons tranchés à la machette, des yeux crevés à l'aide de produits chimiques. Je peux encore vous citer à titre d'exemple, dans la ville de Pé, située dans le département de Toulépleu, où plusieurs femmes enceintes ont été éventrées pour éviter, selon leurs bourreaux,
de mettre au monde des petits garçons qui seraient de futurs adversaires. À Dieukwé, un garçon de 6 ans a vu son sexe arraché par une calache. Du 1er au 3 janvier 2011, sur l'ordre de l'actuel député Flani Zahra, la ville de Dieukwé fut incendiée et cela a conduit à une invasion des populations à la mission catholique. Les 28 et 29 mars 2011, plus de 1000 personnes appartenant toutes au groupe ethnique Oué ont été massacrées à Dieukwé par les FRCI et leurs supplétifs 12. En juillet 2012, c'est le camp de Naïbi de réfugiés qui sera attaqué sous le regard des FRCI, avec aussi d'autres membres d'entre eux qui, eux, pénétraient le camp et une autre partie surveillée. De nombreux civils appartenant encore au groupe ethnique Oué seront à cette occasion massacrés, alors que le camp de réfugiés était sous la protection de l'ONU, alors confié par le HCR. Monsieur Ouattara n'a jamais adressé un mot de compassion à l'endroit des victimes et de leurs parents. Bien au contraire. Il a justifié ce massacre de Naïbi, selon lui, d'attaque de miliciens. Alors qu'une vive polémique s'est instaurée entre les Oué et le gouvernement sur le nombre des victimes, plus de 200 selon les Oué, 13 selon le gouvernement, on retrouvera plus tard d'autres corps jetés dans des puits, infirmant du coup le chiffre de 13 morts annoncé par le pouvoir. En tout état de cause, et alors que les populations sont martyrisées depuis 2002, aucun auteur présumé n'a été inquiété. Comment penser que des victimes qui portent dans leur chair les stigmates de ces crimes odieux puissent réagir et croire aux discours qui leur sont tenus sur la fin de l'impunité? La justice impartiale, alors qu'ils voient leurs tortionnaires pavoiser à travers le pays, connaît des promotions au sommet de l'État et les nargues. Au titre d'exemple, un ministre de la République, en l'occurrence M. Paul Kofi, ministre de la Défense, lors d'une visite dans la ville de Taï en 2011, n'a pas hésité à dire aux Oué qui se plaignaient à lui des exactions de FRC de changer de pays. L'opération qui consistait à retirer les corps des victimes des puits découverts à Dieukwé a été interrompue sur ordre du procureur de la République de Mans sans raison, après seulement que 6 corps aient été retirés de l'un des dizaines de puits identifiés. Il faut le dire, les puits sont devenus des tombes d'innombrables victimes, dont le seul crime est d'être du groupe ethnique Oué, considéré comme non acquis à la cause de M. Ouattara Ramane. Tous ces faits confortent les populations civiles dans l'idée qu'ils sont l'objet d'un génocide planifié dont l'objectif est de les voir disparaître de leurs riches terres pour faire place à de nombreux occupants qui seraient plus acquis au régime d'Alassane Ouattara. Face aux populations Oué, les pro-Ouattara ne s'embarrassaient pas de faire connaître à leurs victimes le sort qu'elle leur réservait désormais dans la nouvelle Côte d'Ivoire qu'ils entendaient construire et repeupler. Le journal français Le Nouvel Observateur, dans sa parution du 12 mai 2011, sous la plume du journaliste Jean-Paul Marie, à la suite d'un reportage sur le terrain à Dieukwé, décrit parfaitement cette politique délibérée d'extermination systématique des Oué, mais évite peut-être par pudeur d'employer le terme génocide et parle plutôt d'épuration ethnique. Ces propos rapportés par le journaliste français sont sans équivoque. En voici quelques morceaux choisis.
Vous avez voté Laurent Gbagbo, traître. On va en finir avec vous comme des agoutis. On va vous tuer tous jusqu'au dernier. Vous nous avez pris pour être des domestiques. Nous sommes revenus en maîtres. Nous prendrons vos femmes, vos terres, vos champs, et vous mangerez de la boue. Vous deviendrez nos domestiques maintenant. Et l'acte a été joint à la parole dans l'impunité la plus totale depuis des années, sans que le procureur de la CPI ne juge utile de poursuivre ces auteurs présumés de ces atrocités qui ont été identifiés à maintes reprises par les victimes elles-mêmes. Combien de morts, de viols, d'enfants mutilés et de réfugiés faut-il pour que Mme Bensouda daigne se prononcer véritablement se préoccuper véritablement de ces populations civiles terrorisées par les forces pro-Ouattara et qui désespèrent de la justice internationale. En effet, cela fait des années que ces victimes interpellent le bureau de la procureure de la CPI qui demeure sourd à leurs cris de souffrance. Je cède à cet égard la parole à M. Jonas Taye, qui développera davantage sur l'inertie de la CPI face aux victimes des forces pro-Ouattara depuis 2002. Je vous remercie. En ce qui concerne l'ouest de la Côte d'Ivoire, il convient de préciser que ces victimes étaient ciblées en fonction de leur appartenance au groupe ethnique Oué qui était présenté comme favorable au président Laurent Gbagbo. Les forces pro-Ouattara liaient ainsi le groupe ethnique à un supposé soutien politique au président Gbagbo. À cet égard, il est bon de préciser que les Oué ne sont pas du même groupe ethnique, du même ethnie que le président Gbagbo, mais plutôt du même groupe ethnique que le président Laurent Gbagbo. Étant entendu que les Oué et les Bété sont tous originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Malgré tout cela, les Oué n'ont pas les mêmes conditions, tous les Oué n'ont pas les mêmes conditions politiques, et que tous ceux qui sont supposés pro-Gbagbo, parce qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous pouvons trouver dans la région des cadres RDR, PDCI, beaucoup d'entre vous le connaissez, les Paul Guidiro qui étaient les premiers politiciens. Ils sont aujourd'hui, ce parti aujourd'hui soutient le parti d'Alassane Ouattara. À cet égard, il est bon de préciser que les Oué ne sont pas du même groupe ethnique, comme je l'avais dit, et de plus, il est bien évidemment de préciser encore que c'est une absurdité que de croire que tous les Oué partagent les mêmes conditions politiques que le président Laurent Gbagbo. Je le précise parce que c'est là le point focal des exécutions des crimes qui ont été commis à l'Ouest. Et on en parle toujours lorsque un Ouest se lève aujourd'hui, qu'il parle, on dit oui, c'est à cause de Gbagbo, on vous tue. Et tout le monde le dit de façon vulgaire. Et malgré tout cela, du seul fait d'être né Oué, les populations civiles seront indistinctement massacrées, persécutées, violées ou verront tous leurs biens détruits ou pillés par des forces pro-Ouattara. Et il faut préciser encore que quand on dit forces pro-Ouattara, il y a les Dozo, il y a les FRC, il y a les allochtones et les allogènes. Et tous ces groupes-là ont composé les forces qu'on appelle les forces pro-Ouattara. En quelque sorte, c'est des miliciens. Sans compter les occupations illégales de biens et de plantations par les forces pro-Ouattara jusqu'à ce jour. L'exemple le plus flagrant est certainement l'occupation illégale du Mont Péco par les forces acquises à M. Alassane Ouattara, et cela dans l'indifférence du régime actuel en Côte d'Ivoire. Ces nombreuses exactions ont été maintes fois dénoncées, tant dans les rapports des ONG présentes sur le terrain, que dans ceux du groupe d'experts des Nations Unies qui se rendent régulièrement en Côte d'Ivoire, ainsi que même la presse. Il y a eu plusieurs fois les chaînes internationales, les médias internationaux tels que TV5, France 24 et bien d'autres ont été plusieurs fois à l'ouest sur les lieux de ces crimes pour faire des reportages, des rapports. Et le régime actuel est toujours resté sourd à ces éléments.
Cependant, rien ne fut fait pour y mettre un terme, ce qui a eu pour conséquence de développer un sentiment d'impunité chez les auteurs présumés. C'est ainsi qu'après des années d'exaction que l'innommable fut commis les 28 et 29 mars 2011 avec le massacre des masses de population civile. Et tel que Carrefour, tout le monde le sait. Sans vouloir entrer dans une guerre de chiffres, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a au moins plusieurs centaines de morts et qui ont été ciblés en fonction de leur appartenance au groupe web. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, toutes ces personnes avaient tous au point commun d'appartenir au groupe ethnique web. Développant un sentiment d'impunité, ces atrocités seront réitérées en juillet 2012 dans le camp de Naïmbi. Alors que fait la communauté internationale face aux souffrances de ces populations civiles qui vivent, pour ne pas dire survivent, pour certaines terrées chez elles, pour d'autres en exil dans des camps de réfugiés et dans la plus grande précarité. C'est la question qu'on se pose. Il s'agit ici des personnes les plus chanceuses, car pour les autres, et comme il a été indiqué, elles ont pour tombe des puits ou des fosses communes. Je précise que certaines victimes ont été exécutées dans des lieux de culte où elles avaient trouvé refuge. La mission catholique, par exemple, a dit que face à tant d'atrocités, la justice s'impose. Or, dans la mesure où les auteurs présumés des crimes dénoncés appartiennent aux forces fidèles à M. Alassane Dramane Ouattara et au regard de leur accointance affichée avec le régime en place, il est bien évident que les victimes n'attendent rien de la justice ivoirienne, qui, au demeurant, ne s'est jamais préoccupée de leur sort et mettait tous leurs espoirs dans la justice internationale. Le commandant des zones, Martin Kouakou Foufié, sanctionné le 7 février 2006 par les Nations Unies pour crimes contre l'humanité, a pu bénéficier de la reconnaissance de M. Alassane Ouattara, qu'il a nommé commandant de la compagnie territoriale de Korogo et promu le 14 janvier 2014 lieutenant-colonel. Face à ce triste constat, les victimes mettaient donc légitimement tous leurs espoirs en la CPI. À cet égard, je tiens à vous rappeler que le 22 juin 2011, le procureur de la Cour pénale internationale CPI, M. Ocampo, avait invité les victimes des crimes commis en Côte d'Ivoire depuis l'élection présidentielle du 28 décembre 2010 à adresser leurs observations aux juges. En effet, dans un communiqué publié par la Cour, le bureau du procureur avait précisé qu'il s'apprêtait à demander aux juges l'autorisation d'ouvrir une enquête sur les crimes commis en Côte d'Ivoire, en général, et à l'ouest de la Côte d'Ivoire en particulier. En effet, dans un communiqué, c'est-à-dire à la suite de cet appel, excusez-moi, que nous nous étions manifestés auprès de la CPI en leur adressant de surcroît tous les éléments de preuve relatifs aux graves exactions commises dans l'ouest de la Côte d'Ivoire par les forces pro-Ouattara. Nous espérions alors que ces nombreuses victimes seraient prises en considération dans le cadre des enquêtes menées en Côte d'Ivoire par le bureau du procureur. Cet espoir était d'autant plus fort que le procureur Ocampo avait déclaré le 30 novembre 2011 que justice sera faite pour les victimes ivoiriennes de crimes à grande échelle. L'enquête suit son cours. Nous continuerons de recueillir des éléments de preuve en toute impartialité et en toute indépendance et nous saisirons la Cour d'autres affaires, quelle que soit l'affiliation politique des personnes concernées. Il apparaît que des crimes ont été commis dans les deux camps. Cependant, non seulement aucune suite ne sera donnée à nos correspondances, mais de surcroît, les auteurs présumés de ces crimes n'ont jamais été inquiétés. Pire, ils ont tous été récompensés par le pouvoir ivoirien qui leur a octroyé des promotions
et cela dans l'indifférence de la communauté internationale. Si nous pouvons comprendre les récompenses octroyées par M. Alassane Ouattara à ses hommes pour leurs bons et loyaux services, nous ne pouvons comprendre l'inertie du bureau du procureur de la CPI qui dispose pourtant de preuves accablantes sur ces individus présumés de ces crimes. Comment se dit préoccupé par le sort de toutes les victimes et n'accomplit aucun acte de poursuite à l'encontre d'individus accusés de génocide et de crimes contre l'humanité? En tant qu'ONG, nous sommes quotidiennement interpellés par des centaines de victimes dont le désarroi et les souffrances ne pouvaient nous laisser indifférents. C'est dans ces conditions que nous avons mandaté un collectif d'avocats afin d'accomplir des diligences auprès des différents services de la CPI et notamment du bureau du procureur. Alors je laisserai le soin à Maître Abiba Touré de vous fournir le plus ample information sur l'envoi restant des documents et preuves relatifs à plus de 1000 victimes. Mais pour finir, avant de céder la parole à Maître Abiba Touré, je tiens à insister sur notre détermination à aller jusqu'au bout afin que justice soit faite au peuple ouest. Il ne peut y avoir une vision sélective des victimes dans le drame ivoirien. Je vous remercie. Ces pays a une couleur toute particulière. Les représentants des deux ONG l'ont indiqué clairement, ça fait 14 ans que des populations civiles subissent différentes exactions dans l'indifférence générale. C'est d'autant plus scandaleux que la Cour pénale internationale est saisie de la situation ivoirienne depuis 2004. Dès lors, ne serait-ce que de manière chronologique, on ne pouvait comprendre que la Cour pénale internationale, dans un premier temps, veuille limiter ces enquêtes ou ces procédures via le bureau du procureur à la période de la crise post-électorale. Mais même là, même si on devait se limiter à la période de la crise post-électorale, il y a quand même une gêne indécente que l'on peut ressentir dans la mesure où les graves crimes, parce qu'on va parler de crimes de masse, hein, la Cour pénale internationale est censée enquêter sur les plus graves crimes intervenus dans une zone dès lors que les autorités nationales n'ont pas la possibilité ou alors n'ont pas la volonté réelle de poursuivre. Il revient à ce moment-là à la Cour pénale internationale de mener des enquêtes et les poursuites jusqu'au bout. En 2011, au moment où la Cour pénale internationale s'était véritablement saisie de la situation ivoirienne, avec les autorités, avec l'accord des autorités ivoiriennes, il a été indiqué la chose suivante. Les autorités ivoiriennes devaient se limiter, c'est ce qu'elles ont indiqué, elles se limiteraient aux crimes économiques. Et tout ce qui concerne les crimes de sang, elles laissaient cela à la compétence de la Cour pénale internationale, au nom du sacro-saint principe de la lutte contre l'impunité. Voilà ce qui nous était dit à l'époque. Donc c'est tout naturellement que les victimes, comme elles l'ont indiqué, lorsqu'il y a eu l'appel aux victimes fait par le procureur au Compo, que des documents ont été adressés à la Cour pour faire état des exactions subies. Il est regrettable que le bureau du procureur n'ait pas jugé utile d'en accuser bonne réception, ne serait-ce que par respect vis-à-vis de ces victimes. Mais plus grave, rien ne sera fait. C'est-à-dire qu'on nous indiquera que les enquêtes sont en cours. Je veux bien qu'on nous indique que les enquêtes sont en cours. Ça fait maintenant pratiquement, ça va bientôt faire 5 ans, et aucune poursuite n'a abouti, alors qu'on a bien vu que quand il le voulait, le bureau du procureur, en 7 mois, était capable de délivrer des mandats d'arrêt et de faire transférer des individus devant elle. Donc, pourquoi autant de précipitation lorsqu'il s'agit de certaines personnes et une inertie, un silence lorsqu'il s'agit d'autres personnes? Les victimes l'ont ainsi bien dit, c'est que pour elles, ce qui les préoccupe, c'est la souffrance des populations civiles. C'est ça, la préoccupation essentielle des victimes. Et c'est en ce sens que 1073 victimes ont demandé, avec insistance, que l'on remette non seulement des documents rédigés manuscritement par elles-mêmes,
mais accompagné d'éléments juridiques et d'éléments de preuve qui mettaient en évidence les violations, les graves violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité et les génocides subis par une partie de la population civile, du seul fait qui ont été traqués, il a très bien été indiqué, de leur appartenance à un groupe ethnique. Et cela va vraiment en contradiction à ce que peuvent même déclarer les autorités ivoiriennes, parce qu'on va vous dire, oui mais bon, c'est facile, les victimes, mais non, c'était des miliciens, c'était des mercenaires. C'est la solution assez facile. Et c'est les propos tenus généralement par les autorités ivoiriennes actuelles, par le régime en place. Sauf que, parmi les éléments, nous avons 237 enfants. Il y a des enfants de l'âge de 6 ans qui ont eu les jambes écrasées par un 4x4 des forces acquises à M. Ouattara. Vous en avez d'autres qui ont été machetés. Vous avez des jeunes filles mineures qui ont été violées. Parce qu'il y a quand même 411 femmes également parmi ces victimes. Et 425 hommes. Alors, on va vous dire, oui, mais ces 425 hommes, obligés, ça devait être des miliciens. Ce sont essentiellement des personnes âgées. Des personnes qui ont 60, 70, 95. On a même une victime, un vieil homme de 102 ans. Je doute que l'on trouve une Kalachnikov dans les bras d'un homme de 102 ans. Voilà pour les victimes. Ce qu'elles disent est vraiment innommable, c'est extrêmement dur. Vous avez des personnes qui témoignent du fait qu'elles ont vu, un homme en particulier qui a vu sa fille se faire violer sous ses yeux avant de se faire égorger. Vous avez une femme qui a vu tous les hommes de sa famille se faire massacrer à la machette, son père se faire décapiter sous ses yeux, avant elle-même de faire l'objet d'un viol collectif. Je précise qu'il y a même des jeunes hommes, notamment un qui a été victime de viol de la part des forces acquises à M. Ouattara et qui l'ont de surcroît séquestré des mois. C'est un homme aujourd'hui complètement meurtri, qui n'a plus d'espoir en l'avenir, complètement traumatisé et qui continue à l'heure actuelle d'être suivi d'un point de vue psychologique. Tous les médecins qui l'ont ausculté mettent en évidence le traumatisme physique, mais également le traumatisme psychologique extrêmement puissant, grave chez cet homme. Donc, et encore une fois, ce n'est qu'une infime partie, les 1073 victimes ne sont qu'une infime partie des victimes qui nous saisissent régulièrement. Alors notre propos est clair. Qu'est-ce qui fait que Madame le bureau du procureur, représenté par Madame le procureur Bensouda, qu'est-ce qu'elle attend pour poursuivre? Car les éléments de preuve, elle les a. Elle les a eus déjà parce que, on le sait, un certain nombre d'ONG lui ont remis des éléments, que le groupe d'experts des Nations Unies lui a remis des éléments et que les victimes elles-mêmes lui ont remis des éléments de preuve. J'insiste sur le fait que la plupart des victimes, et on a de la chance, on a pu avoir des certificats médicaux qui attestent des sévices subis. Pour d'autres, nous avons les actes de décès. Donc elles sont identifiées, identifiables, et elles ont donné un certain nombre d'éléments et elles restent à la disposition du bureau du procureur. Nous ne pouvons comprendre le silence gardé par le bureau du procureur pour ces victimes. On ne comprend d'autant pas que, véritablement, bon, Madame le procureur, on l'a entendu dire à maintes reprises que son bureau mène les enquêtes, qu'elle va enquêter sur les deux camps. Alors on nous a parlé de la phase de la procédure de sa stratégie séquentielle, qui consisterait à poursuivre un camp, puis un autre. La question que les victimes se posent, c'est quels sont les critères objectifs qui lui ont permis de déterminer qu'eux devaient passer en dernier lieu. Quels sont les critères objectifs qui l'ont amené à cela? Et ce d'autant qu'eux continuent de souffrir, ces victimes-là continuent de subir les conséquences, en tout cas pour les survivants,
des crimes dont ils ont été victimes. On ne comprend d'autant moins que d'un point de vue, si on doit se référer à l'antériorité des crimes, je tiens à insister sur le fait qu'il y a un certain nombre de victimes qui ont, pour le coup, n'ont pas eu de chance, ont été victimes en 2002, ont été victimes en 2004-2005, puis en 2011, puis en 2012. Donc vous avez quand même une certaine frange de cette population de victimes qui est véritablement traumatisée et qui a vraiment un sentiment de fatalité. C'est-à-dire que le malheur les suit où qu'elles aillent. Et tant vous savez que si une grande partie de ces victimes se situe à l'ouest, il y en a aussi beaucoup à Abidjan même qui ont dénoncé des choses. Les mises en cause, les noms, ce sont les mêmes noms que l'on revoit systématiquement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le schéma décrit par ces victimes, qui sont aujourd'hui dans des zones géographiques différentes, est strictement le même. Donc, qui corrobore les faits dénoncés par les victimes. C'est strictement le même schéma, les mêmes propos qui sont rapportés par les victimes. Strictement la même chose. Donc, quand on voit tout ça, on se repose encore la question de quels sont les critères objectifs retenus par le bureau du procureur. Si c'est l'antériorité, elle aurait dû se préoccuper de ce qui s'est passé dans l'Ouest. Si c'est la gravité des crimes et les crimes de masse, elle aurait dû encore se préoccuper de ce qui s'est passé dans l'Ouest. Parce que qu'il s'agit de 300 ou 1000 morts en une seule journée, le 28 et 29 mars 2011, aurait dû l'amener à enquêter. Aujourd'hui, beaucoup de victimes nous disent il y a, semble-t-il, une volonté de faire disparaître les preuves de la part du régime. Alors qu'attend Mme Bensouda? Doit-elle attendre encore 10 ans que les preuves aient totalement disparu pour finalement débuter une enquête? Ça n'a pas de sens d'agir de la sorte. On ne peut pas comprendre son attitude par rapport à cela. Alors, autre argument qui nous est souvent évoqué, oui, mais vous comprenez, bon, le régime en place étant au pouvoir, étant aux affaires, il lui est difficile d'enquêter sur le pouvoir en place, donc on va peut-être attendre qu'il quitte le pouvoir pour pouvoir les poursuivre. À ce moment-là, c'est que Mme Bensouda, si c'est véritablement ce qu'elle pense, c'est qu'elle ne fait plus du droit et qu'elle fait de la politique. Parce que le statut de Rome, justement, ne reconnaît aucune immunité aux anciens chefs d'État comme aux chefs d'État en exercice. Donc elle aurait dû poursuivre les individus suspectés des graves crimes contre l'humanité. Cet argument-là ne tient pas. Il ne tient d'autant pas qu'il y a un chef d'État en exercice qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, en la personne du président Béchir, d'un mandat de la CPI. Donc elle en est bien capable de poursuivre des chefs d'État en exercice quand elle le veut bien. Donc là encore, on ne comprend pas l'attitude de Madame le procureur. C'est d'autant plus gênant, comme je vous l'indiquais, que la Cour pénale internationale, qui est censée effectivement se préoccuper des crimes les plus graves, et au nom du plus jamais ça, du génocide juif, du plus jamais ça, du génocide rwandais, du plus jamais ça, des exactions dans l'ex-Yougoslavie, ne permet pas aux victimes de déposer plainte. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est prendre attache avec le bureau du procureur, lui remettre des documents de preuve, dénoncer un certain nombre de faits, en espérant qu'en fonction de sa bonne volonté, elle accepte enfin de poursuivre les individus suspectés, accusés en l'occurrence, de graves crimes contre l'humanité. Donc la responsabilité de Mme Bensouda est d'autant plus grande qu'il repose sur elle, et sur elle seule, la possibilité de poursuivre ces personnes accusées de graves crimes contre l'humanité. Alors, il a été dit, je m'arrêterai là parce qu'il serait intéressant qu'on ait un échange, les victimes et leurs représentants sont décidés à aller jusqu'au bout. Elles sont décidées à aller jusqu'au bout, non pas dans un esprit vindicatif, pas du tout. Il a été suffisamment rappelé dans un esprit de justice. Pourquoi? Et c'est fondamental lorsqu'on parle justement de réconciliation, c'est que sans justice, si les gens ne croient plus en la justice, on laisse place à la vengeance. Et les gens, tôt ou tard, finissent par se venger. Et c'est d'autres populations civiles innocentes qui en payent le prix. Donc Mme Bensouda a une grande responsabilité dans ce qui pourrait advenir de la Côte d'Ivoire demain.
si véritablement elle se soucie, comme elle indique, du sort des victimes, si véritablement elle a à cœur toutes les victimes et non pas une vision sélective des victimes, elle doit pouvoir, au regard des éléments qu'on lui a indiqués, je ne vous cache pas, voilà le listing de toutes les victimes, c'est tout ça. Voilà ce que ça représente, 1073 victimes. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc, au regard de tous ces éléments, elle devrait pouvoir poursuivre le plus rapidement possible. J'insiste sur cela car, on le sait très bien, Madame Bensouda a un mandat de 9 ans. Elle est pratiquement à mi-mandat. Son mandat devrait se terminer aux alentours de 2021-2022. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va nous expliquer, un nouveau procureur va arriver. Alors, elle nous dit d'ores et déjà, elle commence à préparer les esprits en nous indiquant oui, mais le bureau du procureur va continuer le travail. Oui, bien sûr. Le bureau du procureur, avec à sa tête un nouveau procureur, peut avoir d'autres priorités, de nouvelles priorités. Il ne faudrait pas que le bureau du procureur ou le mandat offert au procureur soit juste un tremplin pour des ambitions personnelles. J'estime que quand on est à ce niveau-là, qu'on a des moyens d'État, parce qu'il ne faut pas oublier que le bureau du procureur bénéficie pratiquement de moyens d'État. C'est la communauté internationale au regard des Nations Unies qui finance quand même. Bon, donc ce n'est pas le petit commissariat du coin qui mène ces investigations. Elle a des moyens colossaux. Donc on ne peut pas comprendre que rien ne soit fait sur ce point-là. Et c'est là-dessus que je terminerai et que j'entendais insister. C'est que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est une justice pour tous, sans distinction aucune. Merci. Augustin Guégué. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Je voudrais poser une question à Madame Martine Keïbao, qui est la représentante des victimes web. Est-ce qu'avec tous les éléments que vous venez d'étaler, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable épuration ethnique à l'endroit du peuple web? Vous et moi, depuis bientôt 14 ans, au regard des événements qui se déroulent en Côte d'Ivoire et notamment à l'Ouest, tous les aspects me laissent croire personnellement et collectivement au niveau des victimes que tout ce qui arrive est planifié, schématisé, si vous voulez, un plan commun mis en place pour exterminer ce peuple-là, pour plusieurs raisons. D'abord, quand les FRCI, les victimes parlent, elles disent, vous avez dû le constater dans ce que j'ai lu tout à l'heure, quand on regroupe des femmes enceintes et qu'on les éventre pour dire il ne faudrait pas que vous mettiez au monde des jeunes garçons qui vont se dresser plus tard devant nous. Nous sommes là, on va tuer tous les hommes pour que nous prenions vos terres, marier les femmes et récupérer les terres. Et que des élus du style, le député actuel de Diopé, Mme Flani Zara, nous ne voudrons plus voir de Ouai à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et que systématiquement, quand on arrive dans cette région, non seulement ils abattent, ils tuent tout ce qui bouge, ils tuent particulièrement les hommes. Les femmes qui sont enceintes, ça c'est automatique, il faut les tuer. Les vieillards qui ne laissent même pas de traces. Parce que nous ne voulons plus de Ouai. Quand on indexe une tribu, quand même dans le journal du Nouvel Observateur, il a bien dit, quand ils mettent des jeunes un groupe de population en rang, ils fouillent les pièces d'identité. Quand tu as un nom à résonance, ouais, une balle dans la tête. Et quand tu as une autre ethnie, on te demande, on voit selon tes activités, si tu n'es pas pro-Gbagbo, la vie sauve. Et encore pire, quand bien même que tu sois pro-Ouattara, on t'abat parce que ouais, c'est ouais. Avec cela, comment voulez-vous que je ne qualifie pas cela de génocide? Donc leur but, c'est de faire en sorte que les ouais disparaissent de la terre. Et encore même ceux qui sont morts,
ils s'en vont les déplacer, les incinérer, déplacer les corps, comme ce fut le cas à Diopé, à Naïbli, où ils ont imaginé une opération immobilière fantôme pour aller nettoyer la place sur ordre de M. Tungara, puisque tous les dozos aujourd'hui de la sous-région qui étaient venus pour la bonne cause, comme on le dit, d'après leur dire, quand ils ont fini leur sale boulot et qu'ils ont eu le pouvoir maintenant après 11 avril, tous ces dozos-là, M. Tungara les a reçus pour les récompenser, pour leurs bons et loyaux services. Et ceux qui étaient de la sous-région sont repartis. Ceux qui n'ont pas pu répartir, ils les ont retournés au Mont Péco. Et les autres, maintenant, ils les distribuent dans tous les villages pour surveiller les populations. Vous voyez? Ils ont nettoyé la place de Naïbli. À l'heure où je vous parle, les charniers de Diopé, Carrefour, le gouvernement a à cheval là-dessus. Ils veulent exhumer les corps pour les faire disparaître. Des corps qui ont été enfouis dans le sol depuis 2011. Si c'est en 2015 qu'il faut les enlever pour ne pas empoisonner les populations, il faut y comprendre quelque chose. Ça veut dire que leur but, c'était, sur leur déclaration, était fait pour que les Web disparaissent de la terre. Donc, je confirme, j'insiste et je persiste que c'est un génocide qui a été planifié à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Anthony Mouyongui, afriqueactualité.com. Et j'aimerais poser ma question à Maître Adiba Touré. Vous venez de dire que les populations civiles n'avaient pas la possibilité de porter plainte auprès de la Cour pénale internationale, que tout dépendait des éléments qu'elle donnait donc au procureur, et c'est à elle qui avait en charge d'instruire s'il fallait qu'une affaire arrive à ce niveau. Maintenant, je voudrais savoir si à ce niveau il y a un petit blocage. Quel recours juridique avez-vous d'autre pour amener cette affaire, pour que les coupables soient punis, puisque au sein de la CPI, apparemment, la procureure n'a pas la bonne volonté d'instruire cette affaire? Écoutez, votre question est extrêmement pertinente parce qu'effectivement, la difficulté, comme je l'indiquais, c'est que le dépôt de plainte n'est pas reconnu à la CPI, est impossible à la CPI. On ne peut engager des poursuites à la CPI que par le biais du Conseil de sécurité ou le bureau du procureur, ou encore un État ayant ratifié le statut de Rome qui fait une déclaration de compétence qui peut permettre en tout cas d'engager une enquête. Ensuite, le bureau du procureur, madame le procureur, peut poursuivre. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous avez des États qui n'ont pas ratifié le statut de Rome, qui peuvent effectivement faire poursuivre des gens. Par exemple, les États-Unis, entre autres, peuvent engager via le Conseil de sécurité des poursuites contre des personnes suspectées de crimes contre l'humanité devant la CPI, alors qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas cette juridiction pour leurs ressortissants. Donc ça donne un caractère un peu aberrant. Et puis, effectivement, le fait de dire « je me soucie des victimes », plus jamais ça, on se soucie des victimes. Et dans le même temps, ne pas permettre un dépôt de plainte des victimes, bon, apparaît comme grotesque en soi. Bon. Mais pire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil de sécurité, même quand il y a des poursuites engagées, ils ont le pouvoir, le sacro-saint pouvoir, de suspendre ou d'annuler des poursuites. C'est-à-dire, quelle plus grave ingérence du politique dans un système judiciaire que celui-là, que de permettre au Conseil de sécurité, composé d'États qui n'ont pas ratifié, d'annuler ou de suspendre des poursuites vis-à-vis d'un individu. Ça paraît énorme. Donc, face à cela, qu'est-ce que les victimes ont? Elles ont... tout ce qu'on a, c'est de mettre Madame le procureur face à ses responsabilités. C'est-à-dire, Madame le procureur qui se balade à travers le monde, qui serre les mains de celui-ci, de celui-là, etc., nous, on lui a demandé de nous recevoir. On lui a demandé de nous recevoir. J'ose espérer qu'elle acceptera de recevoir les représentants des victimes. Parce que si elle ne nous reçoit pas, ça en dira long aussi sur sa perception des victimes. Et quel mépris pour des personnes pour lesquelles elle est censée mener un certain nombre de poursuites. Parce qu'elle sait qu'on ne peut pas déposer plainte. Donc nous, on veut avoir des réponses par rapport à ça. Alors, en dehors de cela, qu'avons-nous? Nous avons l'opinion publique, d'où le but aussi de cette conférence de presse, nationale et internationale, pour dire, mais
Voilà ce que fait le bureau du procureur. Le bureau du procureur qui prétend se soucier de toutes les victimes, voilà, nous victimes, nous allons vers elle. Et elle refuse de nous recevoir, ou alors elle ne nous répond pas, ou alors... Il faudra à un moment donné qu'elle s'explique là-dessus. Si maintenant elle nous explique qu'elle a une vision sélective, ou alors que nous ne sommes pas importants à ses yeux, bon, je pense qu'à ce moment-là, la preuve sera faite qu'elle fait plus de politique que du judiciaire, qu'elle est plus préoccupée par une carrière et par des coups politiques que par le sort des victimes, et les États devront en tirer les conséquences en disant, bon, finalement, cette Cour, autant se retirer si elle ne se préoccupe pas véritablement du sort de toutes les victimes. Parce que ce n'est pas la seule affaire, on parle du cas ivoirien, mais il y a eu 10 millions de morts au Congo. Il n'y a pas grand-chose qui est fait là-dessus non plus. Donc tout ça pour vous dire, c'est qu'à un moment donné, et je pense qu'il est important, c'est de prendre Madame le procureur au mot. Elle prétend se soucier des victimes, elle nous dit qu'elle luttera contre l'impunité, très bien, allons-y. Qu'elle nous montre aujourd'hui pourquoi, qu'elle nous explique aujourd'hui pourquoi elle est dans l'impossibilité de poursuivre. Parce que franchement, entre nous, on ne peut pas envoyer des individus en 7 mois et au bout de 5 ans d'enquête, ne pas envoyer un seul individu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc est-ce que le fait que la plupart des bourreaux appartiennent au camp de l'actuel président ne joue pas dans cette attitude? Ah, mais c'est à elle de le dire. Sauf que le problème, c'est qu'elle est censée enquêter sur des crimes. Des victimes la saisissent de crimes. Donc elle n'est pas censée se préoccuper de qui est qui et de quel camp. Elle est censée enquêter sur des crimes, encore une fois. Et c'est pour ça que, et je vous dis, on y est d'autant plus sensible qu'ils sont en train de jouer avec l'équilibre des États, notamment en Afrique. Parce que M. Ouattara l'a dit, lui de son côté, il dit bon, une justice des vainqueurs. Mais où vous avez vu qu'on applique une justice des vaincus? Il revendique le fait d'appliquer une justice des vainqueurs. Mais qu'allons-nous attendre de ce monsieur? Rien. Vous ne pouvez pas demander à des victimes de saisir une justice des vainqueurs, alors qu'ils sont perçus comme des vaincus et comme nécessairement donc des victimes du mauvais camp. Du seul fait de leur ethnie, je précise. Donc, c'est à Mme Bensouda d'en tirer toutes les conséquences si véritablement elle a à cœur le sort de toutes les victimes comme elle le prétend, et de mener les poursuites. En tout cas, nous ferons tout, non seulement pour qu'elle daigne nous recevoir, et pour qu'elle aboutisse avant la fin de son mandat, et pas la veille du mandat, à un mandat vis-à-vis d'un subalterne. C'est la tête qu'elle doit viser. Merci Maître Abiba. Nous allons passer la parole à Michel Gali qui l'a demandé auparavant. Merci. Politologue et journaliste pour l'humanité. Merci. Est-ce que le nombre de victimes est supérieur et combien est-il de mars 2011 à nos jours? Et puis ensuite, j'ai une question pour Maître Abiba Touré. Est-ce que de manière tactique, il ne serait pas plus intéressant de parler de crimes de guerre que de crimes contre l'humanité ou de génocide qui est peut-être plus difficile à prouver? Et ma dernière question, si vous permettez, est-ce qu'il y a des possibilités, notamment par rapport au cas du Rwanda et à la jurisprudence récente, d'action en justice en France? Les 1073, c'était vraiment... Nous, on appelle son boulot le boulot du procureur. On a pris les dossiers qui étaient complets en disant les personnes ont bien rempli ce qu'il faut, est-ce que personne n'a parlé à la place d'autrui, est-ce que les pièces d'identité, les plaignants sont identifiés, il y a des certificats qui le prouvent. C'est pour ça qu'on a donné que ces 1073 qu'on a estimés complets. Autrement, des milliers de victimes. D'ailleurs, dans le rapport de la commission de réconciliation de Charles Kounabani, comme il a dit que le gouvernement ne veut pas voir publier, ils ont bien pris en compte dedans, c'est noté, la prise post-électorale fait 16 000 morts. Morts, hein, pas handicapés, machin, morts. Mais pour les Ouest, vous avez un chiffre précis? Dans la moitié à l'ouest. D'accord. Dans la moitié à l'ouest. Et là, ils ont eu le courage de reconnaître 3000 morts. C'est ça, chaque fois on dit la crise fait 3000 morts, mais pas 3000 victimes, puisque les victimes, c'est morts plus blessés, c'est tout ce monde-là. Donc ça en fait plus. Donc dans 3000 morts, si elle se préoccupe de 168, alors les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont peut-être soit aller à un bal masqué, ils vont revenir. J'aimerais, moi, j'aimerais. Mais elle doit nous ouvrir une enquête parce que mort, c'est mort. La saisine de la justice française
est extrêmement, puisque tous les États ont la loi de compétence universelle, notamment parce qu'ils ont ratifié les traités de lutte contre les actes de torture et de barbarie. Donc la loi de compétence universelle, tous les États qui l'ont ratifiée en ont une. Le problème, c'est que la loi de compétence universelle est trahie par sa dénomination parce qu'elle n'est pas vraiment universelle. C'est-à-dire c'est assez restrictif. En d'autres termes, en ce qui concerne la France, il faut que la victime soit française ou que l'auteur, la personne qui est accusée, soit française, ou encore que les faits se soient déroulés en France. Donc, or, en l'occurrence, la plupart, ces 1073 victimes-là ne sont pas des binationales, hein, ne sont que ivoiriennes. Les faits se sont déroulés en Côte d'Ivoire et les auteurs présumés n'ont pas la nationalité française. Dès lors, on ne pouvait saisir la justice française. Alors, en ce qui concerne l'aspect de l'idée de génocide, écoutez, je pense que dès lors qu'on tue quelqu'un parce qu'il est né ouais, ou appartenant à un groupe ethnique ouais en l'occurrence, il faut appeler un chat un chat. C'est un génocide. Dès lors qu'on tue indistinctement, et en l'occurrence, ça a été le cas, qu'il s'agisse d'un jeune homme de 20 ans, un bébé de 6 mois et un vieillard de 70 ans, bon, je ne vois pas comment on peut appeler indifféremment, autrement ce qui est arrivé, si ce n'est un cas de génocide. Cas de génocide avéré, corroboré même, encore une fois, non seulement par les rapports de l'ONG, mais par les groupes d'experts des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a quand même un groupe d'experts des Nations Unies qui se rend régulièrement en Côte d'Ivoire depuis 2002 et qui a fait état des exactions subies sur ces populations civiles. C'est quand même grave. Maintenant, en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, le statut de Rome est assez clair. Les crimes contre l'humanité regroupent les traitements inhumains et dégradants, regroupent les persécutions, persécuter quelqu'un du fait de son ethnie, du fait de ses convictions politiques ou religieuses, agresser quelqu'un, mutiler quelqu'un du fait de ses convictions politiques et religieuses et de manière et en masse, puisque c'est pure population, ça constitue des crimes contre l'humanité. Dès lors, pour nous, il n'y a même pas de discussion, et je pense que d'ailleurs, Madame le procureur qui nous a quand même répondu ne revient pas trop là-dessus. On sait très bien ce qu'il en est dans cette affaire. Le seul problème pour elle, en l'occurrence, c'est elle n'ose pas, ou elle ne veut pas, on verra bien, poursuivre. Voilà. Mais sur la qualification juridique des faits dénoncés, il n'y a pas de... Donc, l'intelligent d'Abidjan, après qu'il presse, il va être TV. Ma question, bon, c'est par rapport à celle de mon confrère tout à l'heure, c'est pour savoir, pour prolonger la question, quels sont les moyens de pression dont vous disposez devant la mollesse de Fatou Bensouda, parce que c'est elle seule qui a l'initiative des poursuites au niveau de la CPI, devant sa mollesse, quels sont les moyens de pression que vous avez, et devant la volonté de Alassane Ouattara de ne plus poursuivre ou de ne plus envoyer un seul Ivoirien à la CPI. Quels sont les moyens de pression dont vous disposez aujourd'hui ou que vous envisagez d'utiliser pour pouvoir amener l'un et l'autre à ce que les crimes commis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire arrivent devant les tribunaux? Vous avez qui vient de dire à Mme Bensouda qu'il n'entendait plus coopérer avec elle. C'est à elle d'en tirer les conséquences et de délivrer les mandats. Puisque Mme Bensouda, d'ailleurs, il a désavoué proprement, puisqu'elle nous avait indiqué quelques jours auparavant qu'elle avait toute la coopération de M. Ouattara pour mener ses enquêtes jusqu'au bout. Donc la question aussi fondamentale qui va se poser, c'est est-ce que Mme Bensouda va accepter ou va se rendre complice, tout dépend, d'être instrumentalisée par M. Ouattara pour des règlements de compte politiques au lieu de se soucier des victimes. Maintenant, sur qu'est-ce que nous avons? Je vous le dis, et Madame Keivaou l'indiquait, des victimes continuent de nous saisir. S'il faut remplir tous les bureaux de la CPI, des documents, des demandes des victimes, nous le ferons. Parce qu'à un moment donné, excusez-moi l'expression, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Vous ne pouvez pas hiérarchiser la souffrance humaine. Là, on en a mis 73, mais il y en a, comme elle l'indiquait, des centaines qui arrivent. Donc, c'est pour ça que on va très vite dépasser, des milliers et des milliers de victimes. Bon. Et bien, tout cela,
qu'elle est bien dans son bureau et qu'elle nous explique pourquoi elle ne fera rien. Peut-être que lorsque son bureau, il n'y aura plus de place même pour s'asseoir, tellement il y aura de dossiers, que ça l'amènera à se bouger un peu pour les victimes. Nous prenons encore à témoin l'opinion publique internationale et nationale, parce qu'il revient aussi aux journalistes de faire, de l'interpeller sur ça, en disant mais concrètement, voilà, c'est bien beau hein, de poursuivre des gens pour 324 crimes, bon, c'est très bien, ok. Bon, mais face à 1073 victimes, vous faites quoi? Donc là-dessus aussi on l'attend. Et puis, on attend aussi, vous savez que les États africains ont souvent critiqué la Cour pénale internationale en disant que c'était une cour raciste, ou en tout cas qui faisait plus de politique qu'autre chose. Et ben, si elle veut qu'on arrête de la critiquer et de l'amalgamer finalement à ce que fait M. Ouattara, qui lui, en tout cas on ne pourra pas le reprocher, revendique une justice des vainqueurs, il lui reviendra bien, tôt ou tard, de poursuivre les personnes accusées par les victimes des crimes subis. Donc voilà ce que nous comptons faire. Nous comptons continuer à lui envoyer les éléments et qu'elle nous dise peut-être que 1000 victimes pour elle ce n'est pas suffisant. Peut-être que leur vie est moins importante. Bon, peut-être que si on arrive à 3, 4, 5 et 10 000, peut-être qu'on arrivera au niveau qualitatif de ces 324 victimes, qui sait. En tout cas, nous comptons continuer sur ce côté. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. On a l'impression que en fait, c'est la CPI qui devient en fait, un point central des jugements à faire en matière africaine. Je voulais savoir si vous avez d'autres marges de manœuvre pour rebondir sur ce que disait mon confrère. Est-ce qu'au niveau de l'Union africaine, vous avez justement apporté le dossier ou est-ce que vous avez apporté au niveau international ce dossier-là pour que, apparemment, au niveau de la CPI, c'est pas entendu? Les décisions sont déclarées compétentes. Deuxièmement, il y a une situation. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a été ouvert à la CPI, c'est la situation Côte d'Ivoire. Maître, excusez-moi. La CPI s'est déclarée compétente pour ce dossier? Non, c'est ce que j'explique. Oui. C'est-à-dire, c'est que la CPI s'est déclarée compétente pour la situation Côte d'Ivoire. La situation Côte d'Ivoire. Le dossier Laurent Gbagbo n'est qu'un sous-dossier. Le dossier Blé Goudé n'est qu'un sous-dossier. D'accord? Dans la situation Côte d'Ivoire. Il était censé y avoir plusieurs sous-dossiers dans la situation Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Bon, donc dès lors, voilà la difficulté. C'est-à-dire que vous avez une juridiction qui dit « moi je suis compétente et j'ai commencé ma procédure ». Donc elle s'est déclarée compétente et vous avez des procédures en cours. Sauf que dans ces procédures en cours, il y a des victimes qui ne voient rien avancer. Puisqu'on ne peut pas comprendre que dans la situation Côte d'Ivoire, il n'y ait que 2 sous-dossiers. Face à des crimes qui remontent à 2002. Voilà. Donc, quand vous me dites l'Union africaine, il est bien évident, cher monsieur, que si nous avions, à titre personnel, nous sommes pour une cour continentale. À titre personnel, nous sommes pour être jugés par nos frères, par nous-mêmes. Et donc que ces gens-là rendent compte devant une cour continentale. Et on devra se battre. Mais ça, c'est le combat des jurys, c'est le combat des combats à titre personnel qu'on doit mener. Mais on doit faire face à une évidence aujourd'hui. C'est que cette cour continentale qui n'existe pas. Vous comprenez? Et même si elle existe, la question qui va se poser, c'est un peu le même problème avec la Cour pénale internationale, qui est censée enquêter que sur les crimes intervenus postérieurement à sa création, pas antérieurement. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos victimes dans ces cas-là, même si cette Cour continentale, par magie, serait créée demain. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous, à l'heure actuelle, il s'agit aussi de mettre les gens face à leurs absurdités et à leurs contradictions, en prenant cette même opinion publique internationale à témoin. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne, ça ne nous empêche pas de sensibiliser effectivement l'Union africaine du sort des victimes, ainsi que les Nations Unies. Non, je voulais savoir si le dossier était sur les bureaux du... C'est en cours de transmission, parce que voilà, vous imaginez, les documents sont extrêmement importants, mais c'est en cours de transmission pour l'Union africaine et pour les Nations Unies également. Et la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas d'effet, comment dire, n'a pas d'effet coercitif. Il y a eu des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Vous avez un très beau jugement, vous êtes content, et vous faites quoi avec? Rien du tout. Donc à un moment donné, on ne peut pas, enfin, mettez-vous aussi à la place des représentants et de l'avocat, je ne peux pas aller voir les victimes, estropiées, amputées pour certaines, et venir leur dire,
je suis contente, voilà, j'ai un très bon jugement pour vous. Mais ça change quoi pour elle? Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ce que les justices entendent, c'est effectivement d'être reconnues dans leur qualité de victime, mais que les personnes accusées soient jugées, condamnées. Vous voyez, c'est très important aussi pour elles. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Civox, nous savons que le statut de Rome est entaché de deux grands problèmes. L'impossibilité pour les plaignants, pour les victimes, pardon, de porter plainte, et aussi l'inexistence de moyens contraignants pouvant permettre à la procureure d'enquêter sur des affaires pour lesquelles elle refuse de mener des enquêtes. Alors, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, la bataille qu'il faille aussi mener serait celle d'une révision du statut de Rome afin d'insérer dans son dispositif juridique des moyens contraignants concernant la procureure et aussi la possibilité pour les victimes de porter plainte? Et si oui, à quel niveau peut se mener ce combat-là? Oui, c'est extrêmement pertinent, effectivement, dans l'absolu. Comme le verre est déjà dans le fruit, il aurait fallu effectivement une révision, une réforme du statut de Rome, de manière à permettre, enfin, qu'il y ait un aspect contraignant, je ne sais pas, mais du moins à permettre aux populations civiles, on peut même déterminer un nombre, j'en sais rien, mais pour dire, bon, permettre aux populations civiles de la saisir. Le problème, et je pense que c'est pour ça qu'il y a un côté aussi politique, c'est que au regard des exactions commises dans le monde, et au regard du fait que bien des grandes puissances sont indexées, je doute que ça puisse aboutir. Maintenant, le combat pourrait être mené, mais si vous voulez, moi à titre personnel, entre mener le combat de la réforme du statut de Rome et la création d'une cour continentale africaine, je préfère mener quand même celui de la création d'une cour continentale africaine, à titre personnel. Voilà ce que je peux vous indiquer. En 2012, selon un rapport du régime concocté par le ministre de la Justice qui a fuité dans la presse proche du régime, il s'agissait pour le régime, comme ils l'ont signifié, de débarrasser l'Ouest des miliciens du FLGO. Et que les autres victimes que vous citez, enfants, femmes et autres, ne sont que des victimes collatérales. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'était vraiment des miliciens à qui il fallait faire la peau? C'est pour cela que nous, on insiste pour qu'il y ait une enquête pour déterminer qui est responsable, qui ne l'est pas. Autrement, ils peuvent toujours s'envoyer la balle. La preuve, au pays où nous assistons actuellement, devant toute la justice, tout ce qui se passe, selon eux, c'est des pro-babos. S'ils sont d'accord, ils sont vraiment cohérents avec ce qu'ils disent, des victimes collatérales, ça veut dire qu'il y en a de toutes parts. Leur rapport disait que oui, telle partie a tué tant. Mais pourquoi même si c'est minime, au moins c'est des crimes. Pourquoi on ne les punit pas? Mais eux, ils choisissent un coin. C'est pour cela que nous, on ne veut pas aller devant eux puisqu'ils ont déjà rendu leur verdict. Donc nous, on veut des gens pour venir mener ces enquêtes pour déterminer qui est responsable ou pas. Quand on regarde ce tableau, des femmes avec des gens, des enfants découpés, s'ils peuvent nous déterminer que ce sont des miliciens, c'est une enquête qui peut le prouver, c'est pas moi. D'où le but de notre démarche. Jonas, pour conclure rapidement. Oui, je voulais juste être sur ça, parce que tout le monde sait que ce qui s'est passé à Diokoye Carrefour, si les vieux de 100 ans, de 80 ans, des enfants de 12 ans, de 7 ans sont des miliciens, c'est à eux de nous, suite à nos démarches, c'est la CPI qui doit déterminer tout ça. C'est pourquoi nous avons cette saisine vis-à-vis du procureur pour qu'il aille faire des enquêtes et montrer aux yeux du monde que c'est effectivement des miliciens pro-babo qu'on a exécutés de façon sommaire par masse. C'est le but de notre démarche. Et je voulais profiter pour ajouter quelque chose suite à la préoccupation du frère qui disait quels sont les moyens que nous utilisons. Moi, par exemple, je suis le coordonnateur international du principe, que vous soyez vraiment informé, de l'ONG Solidarité Peuple Ouest, qui est une organisation de défense des droits du peuple ouest qui a été meurtri de personnes mentales. Et nous sommes représentés au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Angleterre et en France. Et c'est Martine qui est la présidente. Et donc, nous avons déjà commencé à faire des démarches. Lorsque nous avons saisi le collectif des avocats, nous sommes en train de mener des démarches au niveau de certaines organisations humanitaires qui aussi peuvent nous accompagner à faire la pression sur la CPI si jamais elle restait sourde à notre requête,
à travers notre collectif des avocats. Donc ces démarches qui sont en cours, nous avons commencé depuis il y a 4 ans et nous avons demandé un certain nombre d'éléments crédibles à fournir et c'est dans ce carnaval-là nous sommes actuellement. Martine avait déjà fait un voyage au Canada en 2014, on a saisi ces institutions qui travaillent aussi, qui ont le regard sur la CPI. Et si la CPI reste sourde à des crimes qui sont connus de ce genre, qui aident les victimes et qui exercent une pression. Donc il y en a aux États-Unis, à Washington et au Canada. Il y a quelque chose qui me dérange. Vous savez, c'est pas parce qu'on a un jeune homme de 20 ans, de 25 ans, et qu'on a le malheur d'être ouais, qu'on est un milicien. Je pense aussi que là-dessus, c'est à eux de nous apporter la preuve que ces personnes-là étaient des miliciens. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de croire que tous les hommes de 20 à 25 ans ou de 30 ans étaient des miliciens. D'accord ? Et puis c'est grave, ça en dit long sur leur manière de penser. Parce qu'ils partent du principe, bon, eux on les a tués, bon oui, mais comme ce sont des hommes, c'était des miliciens, donc on avait le droit de les tuer. Ah bon ? Je vous rappelle que dans un état de droit, on arrête, on ne tue pas. Et puis les autres, c'est des victimes collatérales. Ça n'existe pas en droit, victimes collatérales. Ce sont des victimes de meurtres ou d'exactions, et vous devez rendre compte de cela. Vous voyez ? Donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention, parce qu'effectivement, ils emploient des éléments de langage qui veulent faire passer comme cela, mais d'un point de vue strictement juridique, ce n'est que l'aveu des crimes commis, et pour lesquels justement on demande à ce qu'ils rendent compte un jour. Voilà. Bien. Dans ce procès où il y a des avocats du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé, ne serait-il pas utile qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, un contact entre les avocats des victimes qui ne sont pas pour le moment pris en compte et les avocats donc, du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Ne serait-ce que pour que ils aient les éléments éventuels à faire intervenir en attendant que le dossier soit pris en compte. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai eu cette interrogation vraiment à haute voix. Le procès qui est ouvert concerne des faits précis, d'accord, concernant trois personnes qui sont accusées d'un plan commun ayant occasionné par 4 événements 324 victimes. C'est de cela qu'ils doivent répondre. Le cas des victimes que l'on représente est tout autre. Comme je vous l'indiquais encore, il y a une situation Côte d'Ivoire et il y a des sous-dossiers. Alors après que la défense puisse critiquer dans le cadre de ces déclarations l'attitude de la procureure ou l'acharnement de la procureure vis-à-vis du procès en cours sans tenir compte des autres victimes, la défense en est parfaitement libre. Je pense qu'il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mettre les choses au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, et puis c'est pas la même chose. Là, il y a 4 événements précis, on nous dit qu'il y a 324 victimes, c'est triste, c'est bien, mais qu'elle poursuive, qu'elle présente des éléments de preuve, et puis la défense fera son travail. Et nous, de notre côté, on a 1073 victimes pour l'instant, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent, et bien on lui demande la même chose, c'est-à-dire qu'elle poursuive, et puis que nous aussi, on puisse faire valoir nos arguments dans le cadre d'un procès, avec en face de nous les personnes accusées et leurs conseils. Est-ce que, disons, dans le temps, est-ce qu'on peut s'attendre à une espèce de prescription de l'instruction, justement? On peut poursuivre à tout moment, ça, il n'y a pas de difficulté. Le problème, c'est d'ailleurs un peu là-dessus qu'elle joue en disant « vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas ». Mais non, parce que vous savez, en même temps qu'on dit que les crimes sont imprescriptibles, il y a des gens qui au quotidien subissent les conséquences ou voient les auteurs, leurs agresseurs tous les jours. Pour la paix sociale, pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, c'est irresponsable que de ne rien faire. Donc, nonobstant l'imprescriptibilité des crimes, il est impératif d'agir pour éviter que demain, les gens se fassent justice eux-mêmes. Et que d'autres populations civiles, parce qu'on va dire, bon, il y a eu des miliciens burkinabés qui nous ont tués, donc on va tuer les burkinabés. Non! Ou il y a eu des miliciens de Djoula ou nordistes, aussi bien ivoiriens que de la sous-région qui ont tué, donc on va se venger. Humainement parlant, lorsque vous avez quelqu'un qui a vu toute sa famille massacrée, vous pouvez comprendre, parce que vous allez dire ces propos-là, c'est le propos de la colère. C'est humain. Mais
quand on est des personnes responsables, quand on est Madame le procureur, en principe, pour éviter, tout en comprenant, pour éviter que cette personne se venge, parce que la vengeance est aveugle, elle ne fait pas le tri, pour éviter justement cela, il convient de poursuivre les auteurs. Justement, en ce sens, c'est en principe le rôle que s'était octroyé la Cour pénale internationale et, par l'intermédiaire de son procureur, et que malheureusement, elle semble ne pas pouvoir se mettre à la hauteur de ses objectifs avec les critiques que l'on formule et en donnant une impression d'instrumentalisation politique. Que tout le monde se retrouve et qu'on se donne la main pour qu'on puisse aller de l'avant. Et même, la dernière fois, j'ai entendu la responsable des victimes dire que oui, pour l'instant, sur le plan politique, c'est les victimes, les 160 victimes qui sont inscrites, donc moi, je ne m'occupe que de ça. Bon, en ce qui nous concerne, nous, au niveau des ONG que nous représentons, pour nous, la douleur n'a pas de coloration politique, religieuse ou ethnique. Aujourd'hui, depuis qu'on a engagé ce dossier, toutes les victimes, où qu'elles se trouvent, même au nord, m'appellent. Je suis assaillie. Qu'est-ce que je vais dire à une femme qui a son enfant découpé comme ça? Non, tu n'es pas ouais. Je peux pas. Je peux pas. On est obligé. Notre but, c'est de les soulager. Et c'est pour ça que je vais vers toutes les victimes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ, on a commencé par les victimes web parce que ce sont les associations web qui se sont manifestées. Mais au stade où on est aujourd'hui, humainement parlant, je ne peux me limiter aux victimes de l'Ouest. Toutes celles qui me contactent, moi je les récupère pour faire entendre leur voix. Pour compléter ce que dit Mme Martine Keïvaou, il est vrai, puisque un certain nombre de dossiers ont atterri sur mon bureau, et c'est vrai qu'il est important de le dire, c'est que les ONG qui représentent les victimes, qu'on soit bien d'accord, nous sommes, contrairement au pouvoir en place, pas tribalistes, et il ne s'agit pas ici de faire un rattrapage ethnique en matière de victimes. Donc toutes les victimes ivoiriennes, parce qu'il faut le dire, et il faut insister là-dessus, c'est qu'il y a bien des victimes également dans le Nord qui ont été considérées comme des traîtres et qui, elles, on ne les a pas loupées non plus et qui ont subi des graves sévices. Donc le souci aujourd'hui, même si effectivement il y a eu un génocide, et ça c'est indiscutable, du peuple oued, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est extrêmement grave et touche différentes ethnies. Même si l'Ouest a été attaqué du fait de son ethnie, parce que considéré comme proche au président Laurent Gbagbo, les ethnies considérées qui étaient censées, pour eux, considérées comme proches à M. Ouattara et qui ne l'ont pas suivi, un certain nombre de victimes ont été massacrées. Et on les retrouve également dans les dossiers qui arrivent. Donc la situation est assez gravissime parce que effectivement on voit que même les convictions politiques étaient considérées comme un acte de trahison auprès des forces pro-Ouattara. Donc voilà, donc vraiment mobilisation pour tout le monde, on fait ce qu'on peut, mais face à toutes ces victimes, on a besoin de tout le monde pour que tout le monde vienne maintenant pour se joindre au